L'affaire Jean-Pierre Bemba, les plaidoiries et réquisitoires finales dans le procès de l'ancien vice-président congolais accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre débute ce mercredi à La Haye devant la Cour pénale internationale. Et hier mardi, à la veille de l'ouverture des déclarations finales, la CPI a annoncé la confirmation des charges dans la deuxième affaire accusant Jean-Pierre Bemba et 4 co-accusés de tentative de subornation des témoins. Écoutez à ce sujet Patrick Chibouyi, l'assistant chargé de sensibilisation de la CPI en RDC. Alors, effectivement, le 11 novembre, la Chambre préliminaire 2 a confirmé en partie les charges d'atteinte à l'administration de la justice à l'encontre de Jean-Pierre Bemba, Emeki Lolo, Jean-Jacques Mangenda, Fidel Babala et Narcisse Harido. Et donc, de ce fait, la Chambre préliminaire a renvoyé les 5 suspects en procès. Il faut retenir que maintenant, la présidence de la CPI constituera une chambre de première instance en temps utile. C'est cette chambre de première instance qui sera en charge du procès, sous réserve du droit qui est reconnu à l'accusation, c'est-à-dire au procureur et au suspect, de demander l'autorisation d'interjeter appel. Parce qu'il faut spécifier qu'en rapport avec les décisions de confirmation de charge, décisions renvoyant les suspects en procès, de telles décisions, on ne peut pas interjeter appel directement devant la chambre d'appel. Vous devez d'abord demander l'autorisation au juge qui ont rendu ces décisions. Dans le cas d'espèce, demander l'autorisation au juge de la Chambre préliminaire 2. Et ces juges peuvent vous autoriser ou non de pouvoir aller en appel. Mais donc, c'est important de le signifier. C'est un droit qui leur est reconnu de demander autorisation d'interjeter appel. Il est aussi important de préciser que la décision de mise en liberté provisoire qui avait été rendue le 21 octobre 2014 au profit des 4 suspects, la décision rendue hier de renvoyer les suspects en procès ne remet pas en cause la liberté provisoire qui avait été accordée aux 4 suspects. Dans l'actualité également, soulèvement populaire au Nord Kivu suite à la mort d'un motard. Le sujet était au centre de la conférence de presse de la MONUSCO ce mercredi. Sachez que 2 personnes ont été tuées, une autre blessée au cours d'un soulèvement populaire mardi dans la localité de Mbao. Au nord de Béniville, la population a manifesté contre la mort d'un motard dont il rendait la MONUSCO responsable. Mais à en croire le colonel Félix Basse plutôt, porte-parole militaire de la MONUSCO, les casques bleus n'ont pas tué ce motard. On revient sur cette reddition du chef de guerre du groupe armé Forces révolutionnaires patriotiques de l'Ituri. Cobra Matata s'est rendu à l'armée avec un grand nombre de ses combattants. C'est ce qu'indique le compte-rendu du Conseil des ministres. Ces hommes seront soumis après rassemblement au programme DDR destiné à offrir une porte de sortie à la 50aine de groupes armés qui pullulent encore dans l'est de la RDC. Je vous propose de suivre ici Lambert Médé, porte-parole du gouvernement. Cobra Matata lui-même, avec son lieutenant et je crois quelques centaines de ces éléments se sont rendus au FRDC en Ituri, confirmant l'information. Et nous estimons que Cobra Matata a pris la bonne décision, puisque maintenant, après la procédure de rassemblement, il va participer au programme de mobilisation, désarmement, réinsertion. Et donc, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à des gens qui ont risqué d'être tués, soit être jugés ou emprisonnés. Le dernier voyage du chef du gouvernement congolais aux Pays-Bas produit déjà des fruits. Une forte délégation composée des représentants d'une vingtaine d'entreprises néerlandaises séjourne à Kinshasa. L'objectif est de renforcer les relations entre les 2 pays et étudier aussi les différentes opportunités qu'offre la République démocratique du Congo aux investisseurs. Primature. C'est une mission d'affaires néerlandaise qui arrive à l'hôtel du gouvernement. L'un des objectifs qui l'amène en République démocratique du Congo, c'est le renforcement des relations avec le pays de Joseph Kabila Kabange sur le plan économique. À l'intérieur, ils ont le temps de contempler l'art congolais. Liliane Ploumen, c'est elle qui conduit la délégation. Matata Pogno la reçoit et échange avec elle sur les opportunités d'investissement agro-industriel qu'offre la RDC. Now everyone is very much geared towards having a trade relationship. Tout le monde aimerait avoir investing, un rapport commercial, creating jobs for all the people in Congo. La création des emplois pour toutes les personnes qui vivent au Congo. Ici,
l'État congolais et les Pays-Bas entendent renforcer leur coopération, aussi dans les domaines du commerce ainsi que de l'agriculture, ce qui justifie d'ailleurs la présence depuis le 10 novembre d'une vingtaine de représentants d'entreprises néerlandaises à Kinshasa. Depuis que nous sommes partis de votre pays, votre beau pays, notre souci, celui du président de la République, président Kabila, c'est de bâtir de nouvelles relations avec le Pays-Bas. Après échange, un petit mets leur est servi en signe de bienvenue. Cette mission d'affaires intervient quelques temps après la visite de travail qu'a effectué le Premier ministre aux Pays-Bas, où il a participé au forum business. And of course also Dutch entrepreneurs les entrepreneurs are very interested to hollandais invest sont here, très intéressés à venir faire des investissements au to Congo work with the very industrious and trade-minded people of et Congo. travailler And avec we des gens think qui by having aiment la passion dans les affaires et aussi dans les industries. that everyone can benefit from. Après Kinshasa, cette même délégation qui conduit la ministre du Commerce extérieur et de la coopération au développement se rendra à Goma, où elle va visiter un des principaux sites d'exploitation des coltans de l'Est de la RDC. L'actualité sur le continent, d'abord au Burkina Faso, les autorités militaires burkinabées ont présenté mardi leurs amendements au projet de charte de transition au président sénégalais Macky Sall et aux représentants de la CEDEAO, le chef de l'État togolais Gnassingbé. Mais le lieutenant-colonel Zida propose, lui, d'alléger sensiblement la charte et réduire le nombre d'organes de la transition, ce qui a provoqué des réactions mitigées de l'opposition et de la société civile qui devrait d'ailleurs se prononcer ce mercredi. 10 jours après la chute de l'ancien président Blaise Compaoré, contraint de partir sous pression des soulèvements populaires, l'opposition et la société civile ont remis lundi à l'armée une charte de transition. Cette charte prévoit entre autres un président civil, un gouvernement de 25 ministres et une assemblée de transition de 90 députés. L'armée, quant à elle, a proposé des amendements qui ont ensuite été présentés lors d'entretiens séparés aux 3 autres composantes, commencés par l'ancienne opposition et la société civile. Les autorités militaires burkinabées proposent d'alléger sensiblement la charte et réduire le nombre d'organes de la transition. L'Assemblée de la transition, le Conseil de défense et de sécurité et la Commission nationale de réconciliation seraient ainsi remplacés par un conseil consultatif. Ces amendements ont suscité des réactions mitigées au sein de l'ancienne opposition et de la société civile. L'opposition est prête à les examiner et a prévu d'y consacrer la matinée de ce mercredi. Les organisations de la société civile, en revanche, seront plus difficiles à convaincre, tandis que d'autres délégués sont allés jusqu'à condamner une tentative de coup d'État de l'armée. Néanmoins, le président sénégalais Macky Sall s'est déclaré confiant, tout en espérant que les différentes parties aboutiront à un consensus d'ici mercredi soir, et souhaite également que la cadence soit accélérée afin de relever des nombreux défis qu'attendent le peuple burkinabé, notamment le travail. Et au Tchad, des manifestations contre la vie chère ont eu lieu hier mardi dans 3 villes du pays, Djamena, la capitale, mais aussi à Moudou et Sar, 2 villes du sud du pays. Ces manifestations sont parties de l'appel du syndicat des enseignants qui protestent contre le non-paiement de primes, mais surtout contre la hausse des carburants. À Sar, la ville a failli passer en quelques heures d'un concert de casseroles à des barricades érigées dans les rues, d'une opération organisée par les enseignants, à des gestes de colère des jeunes. Ce sont là, effectivement, des centaines de personnes qui ont déferlé sur des bâtiments officiels. À plusieurs reprises, les forces de l'ordre ont tiré pour disperser la foule, faisant au moins 2 blessés selon les derniers bilans. Les mêmes scènes se sont répétées à Djamena, aux environs des lycées, avenue Mobutu ou encore rue de 30 et des 40, où des jeunes sont même allés jusqu'à brûler des véhicules. À Moundou, une station-service a été saccagée et des camions-citernes pris d'assaut. Un mort est à déplorer, écrasé par l'un d'eux. À la mi-journée, le calme était revenu et les ministres des Finances tchadiens auraient assuré que le problème du paiement des primes et des salaires serait en cours de règlement. Mais à Moundou, dans l'après-midi, ces primes avaient commencé à être distribuées et les enseignants ont décidé de reprendre le travail. Par contre, à Sar, l'Assemblée générale des enseignants a décidé d'appeler les habitants à marcher ce mercredi pour une journée sans engin et protester ainsi contre la pénurie de carburant. En province, les prix de l'essence et du gasoil se sont multipliés par 3 ou même par 10 selon les jours.
On passe au sport. Le Maroc ne disputera plus la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Le pays de Mohamed VI, demandeur plusieurs fois du report de la compétition, vient d'être disqualifié par la Confédération africaine de football. Réuni mardi 11 novembre au Caire, le comité exécutif de la CAF a confirmé le refus du Maroc d'accueillir la prochaine CAN, dont les hostilités sont prévues du 17 janvier au 8 février. Alors la CAF annoncera sous peu le prochain organisateur de cette compétition. Doudoumbala. Depuis plusieurs semaines, un large flou planait autour de l'organisation de la prochaine fête du football du continent, la Coupe d'Afrique des Nations 2015, qui, jusqu'à ce jour, est maintenue du 17 janvier au 8 février 2015. Pas question d'un probable report, disait Constant-Marie Selemani. La CAF a mis sur pied une autre compétition qui est le CHAN. Ça signifie qu'on ne peut pas alterner. Et que le Rwanda qui a obtenu l'organisation du CHAN se prépare en fonction de 2016. Oui, donc on ne peut pas le faire en 2015. Donc on ne peut pas alterner. Ça signifie qu'il y a des contraintes. Vous oubliez qu'il y a le calendrier universel. Réuni mardi, le comité exécutif de la CAF, qui avait laissé 5 jours de réflexion au Maroc, vient de couper court. Le pays de Marouane Chamakh ne disputera plus la prochaine CAN puisque son organisation leur a été retirée. Et dans les médias étrangers, l'actualité fait déjà débat puisque depuis sa création, la Coupe d'Afrique des Nations n'a jamais été reportée, ni avancée de quelques jours. Pourquoi le Maroc n'a pas fermé ses frontières aux équipes guinéennes? Pourquoi le Maroc accepte-t-il? Oui, il faut rappeler qu'actuellement, l'équipe de Guinée joue ses matchs au Maroc, qu'il y a 2 clubs guinéens qui sont en stage au Maroc. Et les lignes aériennes sont ouvertes au Maroc. Et le constat, il est quoi? C'est qu'entre le 10 octobre et maintenant, le Maroc a reçu certainement plus de Guinéens par les rotations régulières quotidiennes entre le Maroc et Conakry qu'il n'en aurait pu recevoir lors de la CAN si la Guinée était qualifiée. Curieusement, le Maroc, qui n'a plus revu sa position, s'appuyant sur la propagation du virus, est attendu le 8 décembre prochain dans l'organisation de la Coupe du Monde des clubs. Une autre compétition qui fera déplacer du monde. Il garde la Coupe du Monde des clubs, qui est là au mois de décembre. Il décline la CAN, il décline les Jeux panarabes. Aujourd'hui, que la CAF a considéré que le Maroc a refusé, les sanctions seront nettement plus lourdes, je pense. La décision de la CAF vis-à-vis du royaume chérifien est dure. Elle va même s'alourdir après que l'instance fêtière du football du continent ait trouvé le remplaçant du Maroc. Pour l'instant, l'Angola, le Nigeria, le Gabon ou encore l'Égypte sont pointés candidats. La réponse de la CAF sera dévoilée sous peu. Et justement, en rapport avec cette actualité, nous recevons sur ce plateau Olivier Pengongo, analyste sportif. Bienvenue. Bonjour. Alors, après plus de 3 semaines, le verdict est tombé. Le Maroc est disqualifié par la CAF. Est-ce que c'est une décision logique? Elle est logique pour autant que la politique marocaine s'est investie dans un dossier d'une ASBEL. La fédération marocaine devait seule négocier avec la CAF comment organiser ou non. Mais c'est qu'on constate qu'au niveau du Maroc, c'est plus la politique, le ministère de la Santé, le Royaume, tous ces cours-là n'ont pas permis à la fédération marocaine de juger les risques. Parce que quand la politique a permis, comme on a suivi des paralysements aux Guinéens, où il y a eu plus de 1000 morts des cas d'Ebola, je ne vois pas pourquoi ça pouvait interdire aux Congolais ou encore aux Algériens ou encore aux Tunisiens qui vont peut-être se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc la décision est purement politique dans l'exclusion de la CAN, parce qu'on a vu par les images que les Guinéens sont venus nombreux et s'abritent aujourd'hui du côté du Maroc pour jouer leur match. Alors le Maroc avance comme raison, on le sait, hein, la sécurité de son territoire contre le virus et Ebola. Est-ce que la démarche du gouvernement marocain n'est pas fondée? Non, elle n'est pas du tout fondée. Elle pouvait être fondée si tous les pays où le virus d'Ebola aujourd'hui est en train de tuer des gens étaient interdits d'accéder au Maroc. Là, on pouvait comprendre que par peur, les pays, la politique nationale a pris des précautions. Mais quand on permet à un pays infecté de ces virus, où les gens meurent tous les jours, la Guinée ne peut pas jouer ses matchs de qualification à domicile. Pourquoi? Pour cause des virus. Oui. Le Maroc est le seul pays, curieusement, qui accepte que les Guinéens puissent s'abriter là-bas. Alors, vous abritez les Guinéens, vous interdisez aux Congolais ou aux Algériens, ou encore aux Camerounais, aux autres nations. Donc, elle ne s'explique pas. C'est une démarche purement politique et qui, malheureusement, s'est investie dans une affaire sportive. Et aujourd'hui, ça prive le Maroc, non seulement de la Coupe d'Afrique des Nations, les sanctions vont venir. Elles seront sûrement sévères. Justement, en parlant des sanctions qui vont certainement tomber aujourd'hui, on se demande si la compétition va-t-elle se tenir à la date choisie. Bon, je crois que c'est le problème que la CAF aura avec tous les pays qui s'annoncent. En 2 mois exactement, organiser une Coupe d'Afrique des Nations,
alors que le Maroc avait pris 18 mois avant pour se préparer, ça ne sera pas facile. Quand on sait bien même